Salam alaikum, Azul, bonsoir. D'abord une précision, un truisme en fait, qui devrait aller de soi, mais que des politiciens et des historiens ou des pseudo-historiens de tous bords oublient systématiquement d'envisager lorsqu'ils entreprennent de s'attaquer sournoisement à la mémoire d'une autre nation, à son histoire, aux origines de sa formation. Il est donc opportun, en les circonstances, de rappeler qu'il n'y a aucune nation au monde qui soit née dans ses frontières actuelles, par la seule grâce du Saint-Esprit. La configuration territoriale de tous les pays du monde découle de vicissitudes historiques qui peuvent aller jusqu'à, parfois, la transgression des conformations géographiques naturelles. Peut-être faut-il rappeler à M. Macron, parce que c'est de M. Macron et de ses déclarations qu'il s'agit, que les frontières de la France n'ont pas toujours été ce qu'elles sont aujourd'hui. Elle s'est formée lentement, au gré des secousses de l'histoire, comme tous les autres pays du monde, par ailleurs. Et juste pour l'exemple, entre d'autres régions, Nice, la ville de Nice, et toutes les Alpes-Maritimes ne sont devenues françaises qu'en 1860. 1860. Il n'est donc pas très raisonnable de la part de M. Macron, ni encore moins amical, venant d'un président d'un État où vivent des millions d'Algériens ou d'origine algérienne, d'avoir ainsi, avec une telle légèreté, attenté. Oui, attenté. C'est le verbe qui convient à la circonstance. Attenter à la mémoire de tout un peuple. Et peut-être faut-il rappeler à M. Macron que c'est le régime qui a capté la souveraineté du peuple algérien sur son pays, qui use de cette mémoire comme d'une bien commode rente. Dans le même moment où ses parentèles et ses clientèles ont installé leur pénate en France, en plus de l'argent qu'ils y blanchissent et qui provient de la rapine systémique qu'ils perpètrent sur les richesses de l'Algérie. Peut-être faut-il rappeler aussi à M. Macron que si l'Algérie n'existait pas dans ses frontières actuelles avant l'arrivée des Français, cela a été le cas de tous les pays voisins, dont les frontières ont toujours fluctué selon des bouleversements politiques qui ont secoué la région. À partir de l'islamisation du Maghreb, des dynasties et d'autres, et non pas de véritables États-nations tels que perçus aujourd'hui, ont eu des frontières qui ont beaucoup bougé, de l'extrême est, depuis l'actuelle Tunisie, jusqu'à l'extrême ouest, jusqu'au Maroc et la Mauritanie. Des royaumes y ont vu le jour, y ont prospéré, se sont étendus ou rétrécis, avant de disparaître ou de se transformer. Peut-être aussi faut-il rappeler à M. Macron qu'hormis les Aghlabides, toutes les dynasties ont été berbères, mais que leur langue officielle a toujours été l'arabe. En ces temps-là, les démons de la discorde et de la détestation n'avaient pas encore été lâchés par le colonialisme. Avant d'être les mêmes démons, réactivés après l'indépendance par le système actuel qui allait se servir de ces mêmes méthodes colonialistes pour continuer à diviser les Algériens. Une pratique qui a lieu à ce jour où je vous parle. Ces précisions historiques devaient être faites. Mais qu'en est-il des autres propos de M. Macron ? Tous les hirakistes algériens, actifs ou potentiels, autrement dit la quasi-totalité des Algériens, si l'on accepte les soutiens du régime et ses alliés naturels ou conjoncturels, ont bien compris
que le président français n'a usé d'une telle vigueur à l'endroit du régime algérien que sur fond électoraliste. Électoraliste seulement, en ces temps de pré-campagne présidentielle. Et c'est dire qu'il savait assurément que ces paroles étaient surtout destinées à une certaine frange de l'électorat français, fasciné par le discours zemmourien et qui a besoin d'être dragué dans le contresens du poil pour lui permettre de se hérisser sans complexe, de sortir ses griffes et de pouvoir enfin expulser par le vomi, le postillon, l'anathème et la diarrhée verbale le peu qui lui restait de pudeur et d'humanisme. Au diable, ces grands principes républicains, n'est-ce pas? Ces miaulements timorés, ces tralala de la liberté, ces mi-mi de l'égalité et ces ni-ni de la fraternité. Circuler, il n'y a rien à voir. Charbonnier et maître chez lui, n'est-ce pas? Or, M. Macron savait forcément que ces propos allaient parvenir aux oreilles des dirigeants algériens, puisque le journal Le Monde avait été convié à assister à l'échange, si l'on peut appeler ainsi cette véritable opération de com'. Il avait donc voulu moduler ses déclarations de façon à faire du 2 en 1, ratisser large dans les milieux du ressentiment xénophobe, et tout particulièrement algérophobe, et profiter de l'occasion pour envoyer un message offensif aux dirigeants algériens que dans son infinie ingénuité, M. Macron scinde en deux le président Tebboune et les généraux. J'insiste sur ce que je dis être de l'ingénuité, parce que malgré les notes et les expertises que M. Macron reçoit quotidiennement sur le régime algérien, et quelles notes, et quelles expertises, et quels grands secrets d'État, Tebboune avait quand même réussi à lui faire croire, lors d'une série d'entretiens depuis un hôpital allemand, qu'il était en train de mener une véritable transition démocratique, mais qu'il était entravé par les généraux algériens hostiles à ces visions d'une nouvelle Algérie, et qui font tout pour saper ses efforts. Tebboune avait voulu faire du bouteflikisme son bouteflika en fait, sauf qu'il n'a ni la subtilité ni les moyens, ni encore moins la vision. Mais Macron s'est fait rouler dans la farine du vieux roublard de Souk hebdomadaire. Et malgré les informations dont il dispose, pourtant, il a fini par se persuader que le président installé par une partie des généraux était réellement dans un affrontement contre les mêmes généraux et qu'il incarnait réellement les aspirations de son peuple. Peu cher. Mais Macron a été plus que d'envoyer un message aux généraux et de dire publiquement à Tebboune qu'il n'était plus dupe sur la nature de ses relations avec ceux qui l'ont fait roi. Sauf qu'en cherchant à apprivoiser les algérophobes, Macron a osé des propos particulièrement offensants à l'endroit de la nation algérienne, de son histoire, de sa mémoire, de tout ce qu'elle a subi de l'occupation française. Et ce fut, de la part de M. Macron, une lourde erreur d'avoir usé de tant de légèreté à l'endroit d'un peuple très ombrageux, très susceptible pour tout ce qui relève de son histoire. Non parce qu'il doute, mais parce que ses traumas n'ont pas été soldés, que la résilience ne pouvait s'accomplir avec un tel système, oui, M. Macron, politico-militaire, comme vous l'avez très justement précisé. Pour la première fois, depuis que M. Macron drague le même système. Ce n'est pas, pour citer les propos de M. Macron, l'Algérie qui s'est construite sur une rente mémorielle entretenue par le système politico-militaire,
Mais le même système politico-militaire, une mafiocratie, pour l'appeler plus précisément, qui a usé de la mémoire de l'Algérie pour s'en approprier la légitimité, avec la connivence, nous ne le dirons jamais assez, jamais suffisamment, avec la connivence très affirmée, très éprouvée de la France officielle, pour la bien commode raison d'État qui cache des considérations autrement plus chafouines. Et comment ne pas lui rappeler à M. Macron que les peuples, ou les populations s'il préfère, qui se trouvaient à l'intérieur de ces frontières qui avaient été, en effet, tracées par le crayon du colonialisme, des peuples se sont fondus dans un seul et même creuset, celui de l'une des plus belles et plus acharnées révolutions de l'histoire humaine, pour arracher leur liberté et leur dignité. Ils ont été à jamais unis, soudés, rassemblés par les liens du sang qui a coulé à flot par leur résistance, parce qu'ils ont enduré 132 années durant, génération après génération, et s'ils ont été unis, soudés, rassemblés, ce n'est pas par le crayon du colonialiste, mais c'était par leur sacrifice, celui de leurs parents, celui de leurs ancêtres, celui de leur dévouement, celui de leur amour pour cette terre bénie. Et c'est ainsi que le peuple algérien est devenu un bloc soudé à jamais dans cette nation qui a gagné de haute lutte son droit au respect. Et M. Macron aura remarqué que malgré la nuisance mortifère d'un système mafiocratique, les Algériens restent viscéralement attachés à leur patrie. Vous en avez vu, M. Macron, l'illustration dans l'enthousiasme quelque peu tonitruant, je vous le concède, des supporters de l'équipe algérienne, de ces jeunes issus de l'immigration algérienne et dont la quasi-totalité est pourtant née en France, dont la quasi-totalité est franco-algérienne. Et c'est dire, n'est-ce pas? Et répondre ainsi à vos propos, M. Macron, même si je ne m'adresse pas directement à vous, je suis un Algérien parmi tant d'autres qui pensent ce que je suis en train de vous dire. Pour répondre ainsi, M. Macron ne signifie nullement notre ralliement autour du régime qui nous opprime, qui nous tue, qui nous vole, qui nous incarcère, qui nous dénie le droit à un état de droit. Mais ce que je vous dis, M. Macron, exprime d'abord notre inconditionnel attachement à l'Algérie, à cette même Algérie infestée par ce système qui a fait main basse sur sa souveraineté et ses richesses, et que la France, M. Macron, votre pays, a toujours soutenu contre le peuple algérien.
Macron et l'Algérie, le passé, le déni, la connivence. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Idir Ounouren, analyste politique. Idir, merci d'être avec nous. Bonsoir, M. Bachnouf. Merci pour votre invitation et je salue tout le monde. Brahim Younsi, cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, néanmoins observateur politique. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir à mon ami Idir. Je suis content de le voir en face de moi. Ah, c'est gentil. Enfin des retrouvailles. Enfin. Le Karim Naïtou Slimane qui va nous rejoindre bientôt. Karim Naïtou Slimane, militant politique. Et pour commencer, mon ami Chaban Qassi. Chaban, merci de nous faire donc la présentation d'aujourd'hui. Bonsoir Djameldine, nos invités, aux téléspectateurs et téléspectatrices. On va revenir sur cette actualité chaude, un peu d'histoire avant. Avant son élection de 2017, Macron qualifie de crime contre l'humanité concernant le rôle des Français pendant la guerre d'Algérie face aux Algériens. En novembre 2020, il avait loué le courage de son homologue Tebboune, assurant qu'il allait faire tout son possible pour l'aider dans cette période de transition pendant le Hirak. En juillet 2020, restitution des crânes des 24 résistants décapités au 19e siècle, notamment de révolte dans le sud de l'Algérie contre l'occupant français. Et en mars 2021, dernièrement, pendant le rapport Stora, Macron reconnaît que l'avocat algérien Ali Boumendjel, donc mort en 1957, a été torturé et tué par l'armée française lors de la bataille d'Alger. Les choses changent, évoluent, vous allez en parler, Djameldine. Jeudi dernier, Macron a convié à l'Elysée pendant 2 heures 18 personnes, des jeunes gens français d'origine algérienne, binationaux et pour certains algériens, pour échanger librement sur ce conflit. Un objectif, apaiser cette blessure mémorielle, selon Le Monde. Donc voilà les déclarations d'Emmanuel Macron, je cite, « Après son indépendance de 62, l'Algérie s'est construite sur une rente mémorielle entretenue par le système politico-militaire. Je continue à citer, l'histoire officielle ne s'appuie pas sur des vérités, mais sur un discours qui repose sur une haine de la France. La nation algérienne post-62 s'est construite sur une rente mémorielle et qui dit tout le problème, c'est la France. » Concernant la réduction des visas, cette réduction, donc je continue à citer, cette réduction des visas ne vise pas seulement les étudiants et le milieu des affaires, mais les gens qui sont dans le milieu des dirigeants à bon entendeur. Toujours selon Le Monde, Macron souhaiterait une production éditoriale portée par la France, plus offensive en arabe et en berbère, pour contrer au Maghreb une désinformation, une propagande, dit-il, qui sont plutôt portées par les Turcs. Samedi, Alger répond, rappel immédiat pour consultation de son ambassadeur donc à Paris, Mohamed Antar Daoud, vu la situation, je cite, la situation de la présidence algérienne, vu la situation particulièrement inadmissible engendrée par des propos irresponsables du président Macron. Hier dimanche, donc, Alger annonce la fermeture totale de l'espace aérien algérien aux avions militaires français. La réponse officiellement de la présidence, avant de vous quitter là-dessus, je cite, algérienne bien sûr, à la suite des propos non démentis, puisque Macron n'a pas démenti, l'Algérie exprime son rejet catégorique de l'ingérence inadmissible dans ses affaires intérieures, que constituent donc les dits propos, ceux de Macron. C'est intolérable, dit la présidence, notamment à la mémoire des 5 630 000 valeureux martyrs qui ont sacrifié leur vie dans leur résistance héroïque à l'invasion coloniale française, ainsi que dans la glorieuse révolution de libération nationale. Voilà ce que dit sur l'APS la présidence algérienne. Une question, avant de vous quitter, Djameldine, une des principales questions qui se posent, qu'y a-t-il derrière ce jeu de chat et souris entre ces deux États, sans oublier que Macron devrait annoncer son retour, notamment dans le cadre de ses présidentielles prévues en avril prochain. Merci Chaban. Et donc, avant de commencer, nous allons d'abord écouter M. Tebboune qui nous parlait de M. Macron il y a quelque temps. La 6, s'il vous plaît. Avec le président français et le président Emmanuel Macron, je n'ai aucun problème. Et une entente presque parfaite sur l'avenir. Le président Macron, je l'ai toujours dit. مع الدولة الفرنسية والدولة الجزائرية دولتين مستقلتين دولتين عظميين واحدة في أوروبا واحدة في أفريقيا. C'est quelqu'un de très honnête et qui veut
apaiser la situation, qui veut servir bien sûr son pays, la France. Donc nous allons vers des relations apaisées et je trouve que le président Macron est très sincère dans ce qu'il fait, il est honnête, il est très propre du point de vue historique, très propre, qu'il n'est impliqué en rien dans ce qui se passe entre le... Est-ce qu'une visite est au programme bientôt? Oui, oui, on en a discuté, ce n'est pas exclu, c'est uniquement un problème de calendrier. Nous allons encore écouter M. Tebboune. Le président Macron est très sincère dans ce qu'il fait, il est honnête, il est très propre, il est très propre, il est très propre du point de vue historique, très propre, qu'il n'est impliqué en rien dans ce qui se passe. Et nous allons écouter M. Lamamra, aujourd'hui ministre des Affaires étrangères. Écoutons-le. إيمانويل ماكرون صديقنا نكتفي بهذا صديقنا هذا واقع يعني صديقنا صديق الجزائر إيمانويل ماكرون صديقنا نكتفي بهذا صديقنا هذا واقع يعني صديقنا صديق الجزائر. J'ai dit aujourd'hui Premier ministre, mais cette déclaration est ancienne, hein, je tiens à le préciser. Avant le, bien sûr. Alors, avant de commencer, nous allons écouter Monsieur Hollande sur l'alacrité pour la route, et puis nous allons commencer les débats. Monsieur Hollande sur l'alacrité. Le président Bouteflika m'a donné une impression de grande maîtrise intellectuelle. Et même, c'est rare de rencontrer un chef d'État qui a cette alacrité, cette capacité de jugement. Il a toutes les capacités, et il l'a montré, pour, je ne parle pas de ce qu'il peut faire pour l'Algérie, mais pour apporter sa sagesse et son jugement pour régler les crises. Voilà, je vous ai montré ces quelques scènes, ces quelques images pour rappeler que ces deux États, hein, appelons-les comme ça, entretenaient jusque-là une relation qui était à la limite de la connivence, puisque la France officielle a soutenu ce régime, y compris contre le peuple algérien pendant le Hirak, de façon quasi officielle, j'allais dire. Et je vous laisse en débattre. Alors, je vous en prie. Ah, j'ai oublié. Karim Naïk Slimane qui vient de nous rejoindre. Karim, merci d'être là. Bonsoir Djamel-Din, bonsoir à nos chers invités et bonsoir aussi aux téléspectateurs et téléspectatrices. Je tiens, avant de commencer le débat, à vous féliciter vraiment pour l'édito d'aujourd'hui qui est vraiment honore tous les Algériens. Merci beaucoup, merci, c'est trop d'honneur. Alors je vous en prie, messieurs, qui se lance? J'aimerais que nous puissions débattre à bâton rompu, hein, sans qu'il y ait... Revenir sur la question de la nation. Oui. Que vous avez posée, et bien sûr parce que Macron l'a posée, la question de la nation, pour dire que la nation algérienne était quasiment une formation française, que c'est grâce à la France que la nation algérienne existe. Oui. Je crois que tout cela lui a été inspiré, et vous savez par qui, y compris ce mot rente mémorielle, qui a été déjà employé par un historien que je ne vais pas citer. Et hélas... Vous n'allez pas me dire Benjamin Stora? Oh, bon, parce que je compte le recevoir, je vais... Vous déflorez la chose. Ah ben, c'est comme ça, hein, il faut dire les choses. La question de la nation, Stora la connaît bien, parce qu'il est historien de l'Algérie, et il sait que des leaders algériens ont nié la nation algérienne, hélas. Mais dans un contexte. Oui, si vous parlez de Farhat Abbas... Non, pas seulement. Farhat Abbas, entre autres. Oui. Entre autres. Mais c'était le contexte. Non, mais la négation de la nation algérienne par certains leaders algériens a été quand même une réalité politique, même dans un contexte différent. C'est la négation de la nation elle-même. Donc ça remonte loin, cette question de la nation algérienne. Et pour ne pas citer que Farhat Abbas, tout le monde va reconnaître qu'il y a quelqu'un dont je ne renie pas, moi, la filiation me concernant.
qui avait parlé de nationalité ethnique et de nationalité politique. Tout le monde reconnaît, Pas sans moi, doute. non. Je parlais de Ben Badis. D'accord. Ben Badis avait parlé, qu'on le veuille ou non, c'est une réalité, de nationalité ethnique et de nationalité politique. Cela veut dire que nous pouvions être français tout en restant dans notre religion, ce qu'il appelait la nationalité ethnique entre Mais à l'époque, guillemets. tous les politiciens, tout le courant des gens qui ne faisaient que demander l'assimilation. Les mêmes droits que les juifs, que les Français blancs. L'assimilation suppose plein de choses. Oui, c'est ça. Voilà. Mais personne n'avait parlé à l'époque d'Algérie indépendante. Si, pas l'étoile nord-africaine, ça a commencé à l'étoile nord-africaine. Vers l'école nord-africaine. Le PPA, etc. Il faut rendre à l'histoire ce que le PPA et l'étoile nord-africaine ont fait. C'est une réalité. C'est une réalité. La nation française, vous l'avez dit, c'est une lente et longue formation. Oui. Depuis le baptême de Clovis. Absolument. Et la formation, la naissance de la nation française qui s'est formée peu à peu. Comté par comté, duché par absolument, duché. Absolument. Mais elle était fondée. Région par région. Mais elle était fondée sur le religieux. Oui, surtout. Sur le religieux. Clovis, au moment où... Sur les alliances familiales aussi. Oui, ça c'est autre chose, mais c'est sur la religion. Une fois que Clovis se bâtit, se convertit au catholicisme, la France naît à ce moment-là, et c'est à ce moment-là que tous les duchés, tous les comtés, essayent de se rassembler sur religion. Vous avez parlé de Nice. Oui, entre autres, mais il n'y a pas que la Nice. Savoie, il y a la... Comté de Mulhouse, il y en a beaucoup, oui. Nice, mais Nice, c'est les Alpes-Maritimes. La plus emblématique. 1860. La plus emblématique qu'on a rattachée à ce qu'on appelle la nation française, c'est l'Alsace et la Lorraine. C'est en 1918. C'est quand même, alors que l'Alsace et la Lorraine ne parlaient pas français, parlaient allemand, n'avaient pas la même religion que le reste de la France, c'était protestants. Oui. Néanmoins, ils sont entrés dans le creuset. Et on a inventé, ce qui n'est pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est le sentiment d'appartenance. Il y a eu un débat, et plus qu'un débat, une polémique entre deux grands historiens de l'époque, Fustel de Coulanges le français et Mommsen l'allemand, sur le sentiment d'appartenance de l'Alsace et la Lorraine à la France et sur les conditions objectives de l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. Ce que je viens de dire, la langue, la religion, etc. Là, c'est la conception allemande. Mais justement, parce que ce sont les Allemands qui le disent, mais les Français, pour récupérer Fustel de Coulanges d'abord, Ernest Renan après, pour récupérer, reprendre, entre guillemets, l'Alsace et la Lorraine, ont inventé ce sentiment d'appartenance que l'Alsace et la Lorraine avaient le sentiment d'appartenir à la France. C'est vous dire que... Qui se situe au-dessus des conformations territoriales ou religieuses ou ethniques. Bien sûr. Ça va au-delà, je veux le dire. Bien sûr. Donc la formation de la nation est quelque chose de très lent et très long. La question se pose aujourd'hui pour ce qui est des États-Unis d'Amérique. Oui. Est-ce que les États-Unis... La première puissance du monde. Est-ce que les États-Unis d'Amérique sont une nation aujourd'hui? Est-ce que c'est une nation? La question se pose. Quand on a parlé Moi, je crois que la question ne se pose même pas. C'est une nation. On pose la question de l'existence ou derrière le mot nation, c'est une construction idéologique et politique. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Donc je laisse terminer Brahim, après je... Et la nation américaine, il y a un grand film qui est sorti il y a quelques années cela, qui a parlé de la naissance de la nation américaine. Et la naissance de la nation américaine, c'est le Ku Klux Klan.
une nation très étriquée vue par le petit bout de la lorgnette, si vous permettez l'expression. Est-ce qu'il y a une nation américaine? Ou alors aujourd'hui les WASP, alors que c'est la plus grande puissance au monde. Oui. Maintenant, Idir vient d'en parler, sur les critères objectifs de la nation. Nous savons qu'aujourd'hui, les frontières, parce que l'État national, le stato-nationalisme, naît avec le traité de Westphalie. Pour régler plein de problèmes. Pour régler des problèmes de guerre de religion, pour régler plein de... Voilà, c'est les traités. Et aujourd'hui, toutes les frontières, ou pratiquement toutes, sont en train de se lever avec la mondialisation. Et les GAFAM en particulier cassent les États nationaux. Facebook, Google, etc., ce sont des entreprises qui sont en train d'éclater les États nationaux. Les États nationaux n'existent presque pas. Nous sommes à l'ère de la mondialisation. Oui, en face de... Alors, quel type de frontières? Et c'est ce qui est en train de se passer. Quand on parle de séparatisme en France, ce sont des frontières intérieures... Ce ne sont pas des séparatismes géographiques. Voilà. C'est les frontières... Les islamistes qui sortent de la République. C'est des frontières intérieures... idéologiques, politiques... C'est ça les frontières intérieures. Aux personnes et aux petites nations qui sont en train aujourd'hui de constituer les frontières, j'allais presque dire, réelles. Mais merci pour ce très bel éclairage. Mais au-delà, en fait, Macron, pourquoi ne s'est-il pas contenté de parler de cette histoire de visa qui ne donnera plus aux dirigeants et à leurs familles? Ça aurait ravi les Algériens. Pourquoi ne s'est-il pas contenté de parler de système politico-militaire? Cela aurait ravi les Algériens. Pourquoi a-t-il donné à ce régime l'occasion de sonner, de faire sonner le clairon et de tenter, du moins, de rallier autour de lui les Algériens, parce que lui sait utiliser cette mémoire, cette rente. De toute manière, je finis. Pour justement dire, nous sommes tous autour de notre État, de notre gouvernement, de notre régime, si on veut. Pourquoi? Parce que vous avez attaqué l'Algérie. Ce n'est pas le régime que vous avez attaqué. Pourquoi Macron a-t-il commis cet impair? Juste pour des raisons... Juste ce mot. Parce qu'il a parlé d'Arabes et de Berbères, le président français. La France est, à ma connaissance, le seul pays de l'Union européenne qui, jusqu'à maintenant, n'a pas ratifié la Charte européenne des langues régionales. Oui, parce que se pose un problème. C'est vous dire. C'est-à-dire le chameau qui va passer à Bosque. Voilà. Non, ils sont extrêmement, comment j'allais dire, l'État français par rapport aux langues régionales, ils sont extrêmement vigilants et ils restent dans des positions très dogmatiques. Oui. Mais néanmoins, ils défendent les langues régionales ailleurs. Je répondais à ton interrogation, j'appuyais justement. Par contre, le problème de la nation est une construction politique et idéologique. L'État-nation, c'est la moitié du 19e siècle. Les Français étaient là-bas en 1830. Et puis, dans le discours de M. Macron, d'abord son public. C'est des Franco-Algériens, c'est des Pieds Noirs, c'est des ex-Français d'Algérie, c'est des fils de Harki. C'est des fils de Shahid aussi. Des fils de Shahid. Oui, des fils de Shahid. Il paraîtrait même qu'il y avait des enfants de cadres du FLN. M'a-t-on dit sur l'éditorial du Monde, qu'il le rapporte. C'est une info que j'ai lue, peu importe. Donc son public, et quand on dit que c'est des propos qui ont dépassé sa pensée, moi je dis que ces propos ont été largement pesés, sous-pesés, ils ont été travaillés à l'équerre. Si on reste dans le domaine de ce qu'il a exprimé, quand il te dit, quand il nous dit le système politico-militaire, il a inventé un nouveau concept, à mon sens, c'est la junte politique. Mais ça, aucun homme politique français, à partir des années 70, on prend l'UDF de Giscard, on prend le RPR, avant le RPR, on prend le PS, on prend les communistes
En plus, surtout le PS et les forces de gauche, je vais rappeler un souvenir à Brahim, qui ont voté les pleins pouvoirs à Guy Mollet, qui traînent ça comme une tâche derrière leur dos, n'ont été aussi loin. Je rappellerai que M. Macron, lors de sa campagne électorale, parce que le passage obligé, c'est Alger aussi, quand il a dit que c'est des crimes contre l'humanité. Maintenant, si on résume les propos de M. Macron sur le fait de la nation et que le système algérien s'est construit sur la rente mémorielle, il a en partie raison. D'autant, en partie raison. Ce n'est pas une attaque sur l'histoire de l'Algérie, parce que notre histoire mériterait d'être dépoussiérée. Ça, c'est un. Deux, quand il nous dit, donc la junte militaire, quand dit M. Tebboune évolue dans un environnement, comment il a dit ça, j'ai oublié le terme qu'il a employé, dans un environnement dur. Oui. Il reconnaît à M. Tebboune ce qu'il pensait de lui auparavant. 3. Quand il attaque au niveau des visas en disant ni les étudiants, ni ceux qui ont l'habitude de voyager, les opérateurs économiques, etc., ne seront touchés par cette mesure, c'est plutôt les oligarques algériens, les dirigeants et leurs enfants. C'est des revendications, à la limite, toutes les revendications, à l'exclusion de l'attaque sur la nation algérienne, sont véritablement portées par le Hirak. Faut pas. Qu'est-ce qui a poussé M. Macron à le faire aujourd'hui? On évolue dans un contexte géopolitique crispant. Nous avons des problèmes avec notre voisin de l'Ouest. Le chef d'état-major américain a voyagé et a signé des accords avec la Tunisie au long terme. On dit même qu'il y aurait peut-être dans cet accord secret l'installation d'une base. Au Mali, on connaît très bien ce qui est devenu l'opération Barkhane. Le nouvel homme fort du Mali se dit, puisque la France part, je suis obligé de me protéger. Il fait appel à la compagnie Wagner, qui est une milice privée de mercenaires. On dit en coulisses que les Algériens l'ont encouragé peut-être à le faire. Je dis, c'est une supputation. Donc tout cet environnement est vraiment très chrysogène. Quand il a annoncé la fin de l'opération Barkhane, oui. il a annoncé aussi que l'opération allait être... j'allais dire, reformulé avec une force européenne. Tout à fait. Ça, c'est le deuxième élément. Je terminerai, Karim, si tu permets. En plus, regardez la France. Et la France et l'Afrique. Et la CEDEAO aussi. On subit un affront terrible, puisque au Tchad, il y a eu un renversement avec la mort d'Idriss Déby, son fils. Et deuxièmement, il y a eu un renversement de IKB au Mali. La CEDEAO a appelé au retour à l'ordre constitutionnel. Même l'Algérie a dit à l'ordre constitutionnel. La France à l'ordre constitutionnel, c'est fini. Et c'est une géopolitique actuellement qui change complètement. Quand vous pensez que les États-Unis, regardez, les États-Unis de Trump, et ça avance aussi, non plus ont décrédibilisé leur signature. Ils sont sortis de la COP21. Ils sont sortis de l'accord sur le nucléaire iranien. Personne ne les a suivis quand ils ont déplacé de manière symbolique leur ambassade à Jérusalem. Personne ne les a suivis quand, au niveau du troc et la dot de la mariée, il a reconnu la marocanité du Sahara occidental. Donc on a tendance à oublier toutes ces questions. L'hégémonie des États-Unis comme étant ce qu'on pourrait appeler l'hyperpuissance seule, on va revenir à une espèce de multilatéralisme avec peut-être la Russie, la Chine, l'Inde, peut-être pas encore, mais c'est un monde qui se fait sans nous. C'est ça le gros souci. Mais pour revenir à la question de M. Macron, je suis, à part l'attaque sur la nation algérienne, attaque sur la nation algérienne où il aurait pu faire l'économie de ce conflit-là, oui. Et de deux, il me semble, quand il parle de la rente mémorielle, moi j'ai envie de lui dire que ce n'est pas simplement 54-62, c'est Bugeaud, c'est Cavaignac, c'est les déplacés, c'est le napalm. Il y a eu des crimes contre l'humanité sur des populations, on va dire, qui sont devenues la nation. Notre nation s'est construite, pour moi, notre nation, véritablement, eu égard au sang versé en commun, par la déclaration du 1er novembre, qui est un long processus, et je rejoins Brahim que la nation, c'est une longue construction, et pour moi, la nation algérienne existe quand il ose comparer le colonialisme français, qui était venu avec ce qu'on pourrait appeler
des colonies de peuplement, à la limite un mot qui est à la mode aujourd'hui chez l'olive de chez nous, donc Zemmour, qui parle de phénomène de remplacement. Nous, on a subi une colonie de peuplement. De peuplement et d'éradication des populations d'origine. Par contre, évidemment, la colonisation turque a fait des dégâts. Mais ce n'était pas une colonie de peuplement. Ils étaient là pour lever l'impôt, ils étaient là pour prendre les richesses, ils étaient là pour les emmener à la porte sublime, et point barre. D'accord ? Ce n'est pas le même type de colonisation. Et là, il faudra insister là-dessus, et la mise en perspective de tout ça va nous ouvrir peut-être une autre lecture des événements. Je voulais juste terminer, Karim, après je passe 2 fois. Le fait qu'il attaque l'Algérie, il n'attaque pas, il dit certaines vérités. Certaines vérités, c'est un système politico-militaire, il faut se l'avouer. Oui. Sans ça, c'est même pas la peine d'en parler. Est-ce que peut-être, dans un cadre peut-être plus global, plus général, c'est une piste tout simplement, le fait qu'il aille au choc frontal avec les tenants du véritable pouvoir, est-ce que derrière tout ça ne se cache pas un rapprochement avec le Maroc, vu la normalisation avec l'État d'Israël, vu avec les États-Unis? C'est une question qui mérite d'être posée. Nous allons la poser justement, et avec une question subsidiaire. Est-ce que Macron ne serait pas en train de réagir au boat people qui est en train de se dérouler en ce moment, harga massive vers les côtes espagnoles, mais dont tout le monde sait que la destination finale est la France? Oui. Et que Macron sait que le régime fait tout, non seulement pour ne pas bloquer cette immigration, mais pour l'encourager. Donc, est-ce que ça ne serait pas aussi... Mais je voulais apporter encore quelque chose sur ce que vous avez cité comme rente mémorielle, les Bugeaud et compagnie. Il y a aussi le projet de loi déposé par l'UMP sur le rôle positif de la France, du colonialisme, oui, tout à fait. Qui n'a fort heureusement avorté. Karim. C'est une question, l'intervention de Macron et surtout ce qu'a suscité, c'est une question qu'on doit mettre en perspective de 2 manières. C'est-à-dire, il faut qu'on la place d'un côté, elle a une signification côté français et elle a une signification côté Algérie. Et vous allez voir que même le phénomène Zemmour s'explique très facilement lorsqu'on se met dans ces perspectives. On a d'un côté... on commence par Macron, qui est un président sortant, qui est un président aussi en campagne, et qu'il faut rappeler qu'en campagne, Macron est célèbre pour être le président du en même temps. C'est-à-dire celui qui essaye de satisfaire toutes les opinions possibles. Et là, déjà de ce côté-là, si on se place côté français, côté électoraliste, on voit bien un Macron qui essaye à la fois de satisfaire l'électorat de droite, voire même de draguer et d'attirer l'électorat, d'appâter l'électorat de l'extrême droite en reprenant sienne une expression, cette idée de la non-existence de l'Algérie avant la colonisation en tant que nation, c'est une idée de l'extrême droite, tout le monde le sait. Et d'un autre côté aussi, il fait, en essayant de draguer aussi le Hirak, en essayant de se positionner, en récupérant un petit peu quelques revendications du Hirak, quelques idées principales, comme par exemple de dire du système que c'est un système politico-militaire, et essayer aussi de faire des appels du pied pour cet électorat, cet électorat, disons-le, algérien, que ce soit les binationaux, que ce soit ceux carrément qui ont uniquement la nationalité française. Donc, il essaye de satisfaire tout le monde en même temps. Donc, il veut courir 2 lièvres au même moment. Ça, c'est du côté électoraliste. En ce qui concerne la personne de Macron, c'est-à-dire en tant que candidat. Mais si on reste encore, si on creuse encore du côté français, on va aller plus loin. Parce qu'en fait, Macron, lui-même en tant que président, et Zemmour aussi en tant que candidat, ils sont l'expression d'une crise française, de la France qui est en crise, et je dirais même plus qu'une crise. Elle est en phase de décomposition. Et c'est pour cela que ça sera intéressant, c'est pour ça que le débat politique en France maintenant, il est puant, permettez-moi l'expression. Ça pue parce que lorsque Zemmour, des personnages comme Zemmour apparaissent avec des idées, par exemple interdire des prénoms, tout ça, on n'est plus de l'ordre du politique, mais on est plutôt de l'ordre de la fin du politique. C'est une société qui est en crise, en phase terminale de décomposition civilisationnelle, et je vais venir. Et c'est
par cette passerelle qu'on va lier cette affaire-là à l'Algérie, au contexte algérien. Parce que cette France actuellement qui est en crise, sa crise, quand on la met dans le contexte mondial, on voit que c'est vrai que le monde actuellement se fait sans l'Algérie. Mais il se fait aussi sans la France. Tout à fait. La France a perdu toutes ses batailles à l'échelle internationale. Elle a perdu les batailles culturelles, elle a perdu toutes ses batailles contre le système anglo-saxon et maintenant aussi contre la Chine et la Russie. Elle a perdu la bataille économique, elle a perdu la bataille diplomatique, elle n'a plus de rôle principal. Et donc, qu'est-ce que fait maintenant la France, par la France officielle en tout cas? Elle essaye de rattraper au moins son rôle en Afrique, et c'est eux en réalité qui vivent, parce que le terme, moi il me fait rire le terme de rente mémorielle. C'est la France qui a vécu sur la rente mémorielle vis-à-vis de l'Afrique, parce que depuis le mouvement des indépendances, il faut pas oublier que diplomatiquement, la France s'est toujours positionnée comme le gendarme de la région, et surtout l'héritier légitime de toutes les affaires, l'héritier légitime d'un point de vue économique. Mais ce n'est pas de la rente mémorielle, ça. Si, peut-être en fait, elle joue sur la mémoire. économique, une vision non, pas du tout. Leur vision économique, mercantile. Oui, mais elle est basée sur un lien mémoriel. Et c'est ce qui s'appelle la situation de colonialité. Parce que du côté français, le colonisateur se retrouve dans ce qu'on appelle la situation de colonialité. C'est-à-dire il entretient toujours, mémoriellement parlant, un lien de colonialité avec ses anciennes colonies. Il se considère comme l'héritier légitime d'un point de vue économique, diplomatique. En France, on n'arrive pas à concevoir, par exemple, que la Chine puisse essayer de pénétrer le marché africain, par exemple. Oui. Donc c'est chasse gardée, paternalisme historique mémoriel. Néocolonial. C'est ça, néocolonial. Et c'est ce qui s'appelle le néocolonialisme. Mais ça, c'est du côté français. Et là, on revient au côté algérien, parce que c'est sur cette passerelle mémorielle que se fait le lien. Du côté algérien, et c'est là qu'il faut faire vraiment attention, si la France se retrouve dans une situation de colonialité, en Algérie, malheureusement, quand je vois les réactions des uns et des autres, je constate que nous sommes encore dans une situation de colonisabilité, de rapport maladif, pathologique avec l'ancien colonisateur, un peu comme l'a théorisé dans son fameux portrait du colonisé Albert Memmi, c'est-à-dire que maintenant, 60 ans après l'indépendance, les Algériens se retrouvent toujours obligés, pour se définir, de se voir de se regarder dans le miroir du colonisateur. Quelque part, en principe, on s'en fiche de ce que pense Macron de la nation algérienne. La nation algérienne actuellement, elle est dans un stade embryonnaire. Et c'est cette comparaison qu'il faut garder. L'Algérie est en crise, mais elle est en crise de naissance. C'est une nation de l'avenir. La France actuellement, force est de constater qu'ils sont en crise, mais ils sont en crise de décomposition et c'est une nation du passé. Et c'est pour ça que c'est eux en réalité qui vivent sur la rente mémorielle parce qu'ils revendiquent un rôle historique dans la région. Et pour revenir au contexte algérien en ce qui nous concerne, c'est vrai que nous condamnons et nous devons condamner de la plus ferme des manières les propos de Macron, mais quelque part aussi, il faut qu'on passe autre. Actuellement en Algérie, il y a une société qui essaye de naître. La société algérienne, elle est en gestation. Nous avons maintenant une question existentielle de ce devenir de cette Algérie. Et, juste un instant, pour faire face à ces attaques qui nous viennent de l'extérieur, il y a deux choses à faire actuellement. Deux choses que le régime, malheureusement, nous empêche de faire, nous, enfants de l'Algérie. D'abord, renforcer le front interne, le front intérieur. Toutes les forces vives de la nation doivent être soudées. Contre qui ? Contre, justement, toutes ces forces néocoloniales, que ce soit seulement néocoloniales, pas le régime ? Là, c'est là que j'arrive. En fait, le régime, il est une composante de cette crise algérienne. Parce que certains seraient tentés de comprendre. Ouais. Il faut se rallier autour du régime pour combattre les forces néocoloniales. Moi, je parle des forces vives de la nation qui sont en train de travailler pour la naissance de cette Algérie démocratique, société de droit de la nation, de l'État-nation. Parce qu'actuellement en Algérie, on a l'État qui est séparé de la nation. On n'a pas encore atteint le stade de l'État-nation. Forcément, Karim, si je suis votre logique, si les Algériens, les forces vives de la nation, s'agglomèrent autour d'une telle idée de lutter contre le néocolonialisme, forcément, elles devraient donc s'allier contre ce régime qui est l'allié naturel et objectif de ce même néocolonialisme, bien sûr. Lequel néocolonialisme a fait ses preuves
de soutien à ce régime. Sans la France et sûr, d'autres forces, ce régime serait tombé pendant le Hirak. C'est pour ça que moi j'ai parlé de forces vives, parce que les forces vives sont forcément dans le Hirak, dans l'opposition avec toutes ces idéologies. Donc front intérieur soudé et aussi front régional. Front régional parce qu'en face de l'Algérie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'UE, il y a l'Union européenne. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a rompu nos relations avec le voisin. Oui. Donc, union régionale, union nationale, sacrée. Et c'est la première réponse pour répondre à ces attaques qui sont naturelles. Hein. C'est tout à fait naturel. La France, elle est en perte de vitesse et elle essaie de se rattraper sur l'Afrique. Juste un instant, dernier point et je laisse parce que c'est très important. Du côté de la métropole, par contre, du côté de la France, Macron, en ce moment, il faut que les Algériens sachent qu'ils ont un outil de sanction. Celui qui veut sanctionner Macron maintenant, celui qui n'est pas d'accord avec ses propos, il y a les élections. Il y a l'outil électoral. Et c'est de cette manière qu'il faut le sanctionner. Parce que ce que Macron oublie, c'est qu'il n'y a pas 10 millions de Chinois en France. Mais il y a 10 millions d'Algériens. Et les 10 millions d'Algériens? Ah oui, oui. Ah oui, oui. Il y en a. Moi, j'ai toujours entendu parler de 4 millions. 4 millions, 5. Non, non. 4 plus 5, il y a même plus si on regarde les origines, ceux qui ont des origines algériennes et qui n'ont pas gardé la nationalité algérienne. En tout cas, ceux qui ont les liens encore avec l'Algérie. Et encore 4 millions, ça ne veut pas dire 4 millions d'électeurs. Oui, mais si on a 3 millions ou 2 millions d'électeurs, on peut réellement Je crois décider, que ça saurait si c'était le cas. Dans l'idée de Karim, si je me trompe, c'est le lobby qui pourrait sanctionner les propos. Mais il faudrait s'ils votent ensemble, s'il y a une cohésion électorale, tout à fait. C'est ce qui m'étonnerait fort. Mais moi, parce que moi, en fait, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il faut qu'on sorte de cette relation conflictuelle, même pour la France et même pour l'Algérie. Parce qu'il n'y a pas, je dis, même pour les Algériens, il n'y a pas 10 millions d'Algériens en Russie, ni en Chine, ni aux États-Unis. Ils sont en France. Ah oui. Ils sont en France. C'est le premier pays. Si on ne dépasse pas ce conflit mémoriel, on ne pourra rien faire en réalité. Alors, nous allons d'abord écouter M. Macron lors de sa visite à Alger en décembre 2017. Qui aiment encore terriblement l'Algérie, qui ont contribué, qui ont fait des belles choses. Il y en a qui ont fait des choses atroces. On a cette histoire entre nous. Mais moi, j'en suis pas prisonnier. Mais vous avez quel âge? Mais vous n'avez jamais connu la colonisation. Qu'est-ce que vous venez m'embrouiller avec ça? Non, vous, votre génération, elle doit regarder là. Vous n'avez jamais connu la colonisation, qu'est-ce que vous venez m'embrouiller avec ça? Et nous allons... Je veux dire, regardez la... oui, alors, sur M. Tebboune, écoutez. Réussissent parce que... alors, Macron salue le courage du président Tebboune, il souhaite que la transition réussisse parce que... Et c'est là où vous voyez que tout à l'heure j'ai utilisé le terme d'ingénuité, alors que Macron et les généraux refusaient le mot transition d'une façon absolue. C'était un péché que de dire le mot transition. C'était une violation de la... C'était comme un casus belli. Casus belli. Dire transition en Algérie, c'était... Alors, Tebboune a réussi à enfariner Macron lorsqu'il était en Allemagne et à se présenter comme étant... la transition incarnée, le président de la désirée. Et Macron a marché dessus et il considère que M. Tebboune, non seulement il est courageux, mais que c'était lui la transition pour une Algérie nouvelle. Alors, la question que je voulais poser tout à l'heure, j'aimerais seulement, mes chers amis, que nous fassions des tours de micro plus dynamiques pour pouvoir parler de plusieurs sujets. Donc, je vous demanderai d'être un peu plus succinct. Pourquoi cette... sortie de M. Macron, qu'est-ce qu'il a décidé? Est-ce parce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des deux États où ça coince quelque part? Est-ce parce qu'en France, on est en train de comprendre que le tsunami migratoire que nous leur avons toujours prédit est en train de se réaliser et que soutenir ce régime ne fait que aggraver le tsunami en gestation? Voilà. Ou est-ce qu'il y a autre chose? Brahim Younsi. À mon avis, c'est beaucoup de choses. C'est une somme de choses. C'est beaucoup de choses, absolument. Beaucoup de choses, y compris... parlons-en. Oui, bien sûr. Y compris les questions géostratégiques, géopolitiques. D'accord. C'est clair. Oui. Il faut dire les choses. Il y a le Mali, évidemment. Oui. Il y a le Mali. Et puis, il y a la question du Sahara occidental, et qui se pose entre la France et l'Algérie. Parce que la France soutient
le projet marocain et le Maroc sur cette question-là. Pas de façon très claire, Non, très c'est affirmée. très clair. Non, Ça c'est renvoie très même, clair. juste, Brahim, ça renvoie même à une doctrine, je m'excuse Oui, vraiment, je t'en Brahim, à une doctrine, je me rappelle d'une déclaration, tu dois t'en souvenir, 76-77 de Giscard d'Estaing, qui s'est exprimé en disant Tout à fait, il n'y a point de place pour des micro-États. Absolument, Voilà. mais c'était un autre contexte et néanmoins. c'est Oui, non, très mais il y a loin. une continuité quelque part, c'est les intérêts. Je vais en parler. Ah d'accord, Je vais en parler. excuse-moi. Pas Mais seulement il faudrait parce que- qu'on fasse un peu vite. Oui, Brahim, oui, si, bah, hein. rapidement. Ce qui se passe maintenant, c'est juste une crise qui éclate. Les relations entre l'Algérie et la France sont mauvaises au moins depuis quelques mois. Depuis quelques mois. Souvenez-vous de l'annulation De Castex, Oui, absolument. Oui. 2 fois. Hein, absolument. Mais aussi la question des Canadaires. Oui. La France a imposé ses Canadaires. C'est ce qu'on dit. Mais il n'y a rien d'officiel Là- là-dessus. Elle a imposé ses Canadaires. D'ailleurs, le gouvernement algérien a réagi de façon stupide pour dire que nous les avons loués à la France. Stupide de dire cela. Un témoignage qui m'a personnellement donné l'idée de la nature des relations algéro-françaises. Je dis algéro-françaises. Je n'ai pas dit franco-algérienne, algéro-française. Il a parlé de Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing vient en Algérie en avril 1975. Constantine. Alger. Surtout Constantine, je crois. Oui, mais non, Alger. D'accord. Oh, oui, il a fait des bains de foule à Alger. Oui, oui. Il a fait Constantine aussi. Oui, il a fait Constantine aussi, mais Oui, oui. tout s'est passé à Alger. Le ministère des Affaires étrangères, et ça c'est un témoignage parce que je l'ai vécu, le ministère des Affaires étrangères algérien convoque la presse. Bon, Qui était M. Bouteflika à l'époque. Oui, j'ai dit le ministère, je n'ai pas dit Ah, le le ministre. ministère, d'accord. Mais avec bien sûr l'autorisation du ministre, je pense même à la demande du ministre. Celui qui nous a reçus deviendra célèbre, j'allais dire, dans les années 90, en 1992. C'est Abdelmalek Ben Habiles qui était secrétaire général. Socrate. Qui était secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Moi, je ne devais pas couvrir le voyage d'État de Giscard d'Estaing. Mais j'ai été envoyé au ministère pour cette réunion qui a duré moins d'une demi-heure. Ben Habiles nous dit, je pense qu'il y a peut-être certains collègues qui y étaient, qui sont toujours vivants, nous dit, vous arrêtez les critiques contre la France. Il s'adressait à vous en tant que journaliste. Ben oui, parce que nous étions... Les journalistes du secteur public, puisqu'il n'y avait pas de secteur privé à l'époque. Des journalistes d'État. Oui. Bon. Et même le journaliste d'Alger. Donc, plus de critiques sur la... Ouais. Une sourdine. D'accord. La sourdine sur la France. Alors que l'année précédente, ou en 1973 en particulier, c'est une cinquantaine d'Algériens qui ont été assassinés en France. À l'époque, une cinquantaine. Par Et l'extrême 200, droite, le SAC, 200 à 300 Algériens assassinés, blessés gravement. C'est dire que les Algériens, leur politique vis-à-vis de la France, ça il faut le dire, il y a des constantes et des variables. Oui. Les constantes... Des hauts et des bas, autrement dit. Vous allez voir ce que je vais dire. Les constantes, c'est la défense de leurs intérêts personnels et privés. Ça, c'est des constantes. Oui. Les variables, c'est les intérêts du pays et de la nation algérienne. Mais leurs intérêts personnels passent avant. Et je termine juste là-dessus, sur ce témoignage. Un autre témoignage, mais je n'y étais pas de façon directe. Ça s'est très mal passé avec Giscard d'Estaing. Parce qu'il est arrivé, il déclare la France historique, salue l'Algérie indépendante. C'est exactement ce que
Macron vient de dire. Vouloir faire, j'allais dire un verbe, son monde, vraiment vouloir embêter son monde. Allez, je ne vais pas être grossier. Boumedienne qui réagit. Oui. J'ai noté la phrase. La page est tournée, l'Algérie est la fille de son histoire. Nous sommes dans le sujet. Oui. Nous sommes avec ce que Macron dit. Et plus tard, Boumedienne dit de Giscard, il a revêtu pour dire que la question du Sahara occidental revient tout le temps dans les relations entre la France et l'Algérie. Vous pensez que l'histoire du Sahara occidental serait au cœur de ce qui est en train de se passer? Au cœur? Oui, à mon sens, oui. Donc, d'après vous, ce serait le sujet central? Oui. Ce ne serait pas le sujet central, mais je peux abonder. Ce que dit Boumedienne à propos de Giscard, il a revêtu la Gandoura et la djellaba dans lesquelles il cache un poignard marocain. Et que fait à ce moment-là Boumedienne? Il invite qui? Celui qui était considéré comme peut-être le plus grand ennemi de l'Algérie, c'est-à-dire François Mitterrand. François Mitterrand qui était premier secrétaire du Parti socialiste. Oui. Et il est reçu, là je n'ai pas couvert, voilà, comme un chef d'État. François Mitterrand est reçu comme un chef d'État. Et de là, on a inventé, et l'Algérie a fait jusqu'à peut-être hier, ce qu'on appelle la diplomatie du billard. Elle a joué Giscard, puis bon, elle joue François Mitterrand. Par ricochet. J'ai des choses à dire, je les dirai après. Oui, alors, mais il faut aller plus vite que Brahim, parce que Brahim Younsi, parce que vraiment, on est bientôt à la fin de l'émission, on n'a pas parlé de beaucoup de choses. Oui, Karim. La question. La question, c'est qu'est-ce qui a provoqué une telle réaction de la part de Macron, qui a toujours soutenu les généraux, il faut le dire, à travers Tebboune. En fait, c'est les généraux qui soutenaient, puisque Tebboune est une créature des généraux. Et pendant le Hirak, ils ont failli tomber, si ce n'était ce soutien non dit et non déclaré de la France. Pourquoi maintenant réagir aussi durement, dire que les visas, on ne leur donnera pas à eux et à leurs enfants et à leurs familles, à leurs clients, ce n'est pas aux Algériens, que c'est un système politico-militaire. C'est jamais, depuis l'indépendance de l'Algérie, il n'y a eu des mots aussi durs de la France officielle à l'endroit du régime algérien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je vous avais dit il y a quelques années déjà, quand M. Macron, qui était prévu pour une visite de 36 heures en Algérie, où il a passé que la journée, ensuite il est parti au Qatar. Je ne me souviens plus de l'époque. Il paraîtrait, d'après des gens qui sont une source d'information plus ou moins crédible, il leur a dit ce que je regrette, c'est que vous n'ayez pas une opposition forte. L'avantage de Macron, c'est qu'il n'a pas le poids de l'histoire sur lui. Il a une tradition au niveau des affaires étrangères et de la diplomatie, de la relation franco-algérienne ou algéro-française. Et là, maintenant, il est sorti complètement des clous. Mais complètement. Ce qui revient à dire qu'il y a aussi l'histoire des... Je regrette d'en parler, mais ça fait partie du nœud. L'histoire des haragas, des passeports, enfin des documents de circulation et des documents de retour. Il paraîtrait qu'il y a une trentaine d'Algériens fichés S et radicalisés, que les Algériens ne veulent pas prendre, qu'ils ont utilisés comme monnaie d'échange. Pour dire, bon, ça s'est dit dans 2-3 médias, mais moi, c'est quelque chose que j'ai un peu déduit, contre beaucoup de camarades, bon, pas de camarades, beaucoup d'opposants et de youtubeurs algériens ici, ce que l'État français a refusé. Il y a ça aussi. Il y a aussi peut-être le renouvellement vous savez, le gaz a terriblement flambé. Il y a des intérêts aussi. Mais indépendamment de ça, il a joué sur la mémoire, mais il a décliné ce qu'il reprochait à l'Algérie. Et ça, je dis, il est sorti complètement de la doctrine diplomatique française, classique. Oui. Il y a d'autres intérêts qui relèvent peut-être de l'infrapolitique, qui relèvent aussi de ce qui se passe au Mali, de ce qui va se passer probablement en Tunisie. En plus, ils arrivent, et Karim disait tout à l'heure que la France n'a plus d'influence en Afrique, elle commence à perdre de l'influence en Afrique, la preuve que même en République centrafricaine, c'est les commandos Wagner qui règnent en maître. Et dire, au-delà de ces considérations électoralistes,
à la limite légitime, j'allais dire entre guillemets, politiquement correct, à la limite. Mais là, il vient d'entreprendre une politique d'offensive ciblée contre la junte, contre les généraux, au point où il dit bon, Tebboune, c'est rien. En fait, il est l'otage de ce système. Hein. Il a oublié son Tebboune courageux, transition. Pourquoi, alors très vite, puis Karim, pourquoi on est arrivé à dire c'est très grave ce qu'il a dit, c'est très grave pour les généraux qui ont besoin de... Enfin, quand je dis les généraux du régime, parce qu'il y a des généraux intègres, il y a des généraux honnêtes, on ne va pas toucher tout le monde. Mais quand il dit ce sont les dirigeants et leurs familles qui ne viendront pas ici, qui n'auront pas le visa, sachant que ces gens ont besoin de ces visas. Leurs affaires sont là, leurs résidences sont là, leurs biens sont là, leurs comptes bancaires. Ça veut dire que c'est une attaque ad hominem à la limite. Pourquoi, d'après vous? Qu'est-ce qui a réellement provoqué ce changement de stratégie politique? Je crois qu'il a été un peu exaspéré par les sollicitations régulières, récurrentes, parce que je suis sûr qu'ils doivent se dire ouvrez un peu le système, revenez à la raison. Peut-être que même dans les réunions entre les deux chefs d'état-major, le chef d'état-major français a dit nos experts ou nos spin doctors, voilà ce qui risque d'arriver, il y a la crise économique, et peut-être exaspéré, indépendamment pour les histoires d'extradition de nos militants. Le rapport de force, s'il l'a entamé, j'ose espérer qu'il a mesuré à la fois la durée et à la fois, si vous voulez, les dégâts collatéraux. Merci pour la question, Djameldine, parce que sincèrement, pour moi, c'est ça la question politique de laquelle on doit débattre. Ce qu'on a fait tout à l'heure sur la question mémoriale, c'était vraiment c'était un piège. C'était le piège qui nous est toujours tendu. Et là, on va revenir aux choses politiques sérieuses parce que les déclarations de Macron ont un sens profond politiquement et les antennes de propagande du régime algérien ont fait tout pour cacher quelques aspects de ces déclarations et mettre en avant uniquement l'attaque sur le côté mémorial. Parce que les déclarations de Macron, en ce qui concerne le système qu'il a désigné comme un système politico-militaire, en ce qui concerne l'affaire des visas, et en ce qui concerne aussi, très important, l'état vraiment en fin de vie de ce système qu'il a désigné en disant de lui qu'il est fatigué et que c'est le Hirak, il n'a pas dit l'opposition, c'est le Hirak qu'il a fragilisé. Oui. Il n'est pas choisi pour rien aussi. Oui. Donc il l'a fragilisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est ce qu'on disait nous depuis des mois, c'est qu'on a dit que la révolution pacifique, elle ne s'est pas arrêtée. Elle est en train de travailler en profondeur. Et j'avais prévu sur ce plateau, j'avais dit à un certain moment que viendra un moment, lorsqu'on continue avec notre radicalité révolutionnaire pacifique, à revendiquer les principes de la démocratie et de l'état de droit, progressivement, le régime d'Alger sera isolé. Il sera progressivement lâché par ses partenaires à l'international parce que sa véritable nature va devenir plus dangereuse pour les intérêts de ses partenaires. Et commençons par Macron. Macron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un diagnostic et il a compris que la prochaine élection, il pourrait la perdre sur sa droite. Pourquoi? Par la vague migratoire qui arrive. Parce que tout le monde sait que tous les migrants algériens, même s'ils ne traversent pas l'Espagne, l'Italie, leur destination, c'est la France. Oui. Et plus il y a d'arrivées migratoires en France, plus le président sortant sera diminué. Donc là, réalisons que le régime actuel en Algérie, c'est un régime pourvoyeur des migrations. Et donc là, il commence progressivement à le lâcher parce que ces mots pèsent. Dire d'un système c'est un système politico-militaire, c'est quand même gravissime. Oui. C'est extrêmement grave. C'est nommer les choses par leur nom. Tout à fait. Absolument. Ouais. Et ça, c'est une victoire énorme pour le Hirak. C'est le Hirak qui a dit que le système actuellement, c'est un système militaire et que nous voulons un système civil, une république civile, pas militaire. Et donc, sur ce côté-là, politiquement, patience, travaillons, mais aussi en maintenant la pression ici en France sur d'abord la France officielle, sur les politiques français, leur dire attention,
il y a des Algériens qui votent, il y a des questions réelles qui concernent les vies humaines, parce que le danger aussi, c'est de voir l'immigration un peu comme la présente Zemmour, sous l'angle des statistiques, des chiffres, et cacher la réalité humaine qui est derrière, qui est le drame véritable de ce peuple. Je rappelle seulement à un moment, et je pense que les conseillers de Macron l'ont informé de ça, que le seul moment où la harga, l'immigration clandestine, s'est arrêtée en Algérie, je vous laisse dire, c'était quand? C'était au moment du Hirak. De l'apogée du Hirak. De l'apogée du Hirak. Complètement, complètement. On l'avait dit plusieurs fois. Alors, allez-y, Brahim aussi, si c'est court, parce que j'ai une question à poser. Posez-la. Alors, si je vous disais, moi comme ça je spécule, je fabule, si je vous disais, c'est le régime qui a tout arrangé, d'abord avec le Maroc, il s'est arrangé pour que M. Hillel, le représentant marocain près de l'ONU, s'attaque à l'intégrité territoriale de l'Algérie en disant, puisque vous voulez l'autodétermination du Sahara, alors nous voulons l'autodétermination du peuple kabyle et tout. Et ça lui a permis de rallier autour de lui tout régime, ONI qu'il était pas mal d'Algériens. Et si aussi il était en train de lancer ses escadres de Harraga sur la rive nord de la Méditerranée pour déclencher ce genre de réaction, surtout venant de la France, où la rente mémorielle a beaucoup joué, la France et la France, pour rallier autour de lui le reste des hésitants et qui diraient « Ah, il y en a marre maintenant qu'on s'attaque à nous, régime ou pas régime, junte ou pas junte, moi je suis avec lui. » Si je vous disais ça, est-ce que ce serait de l'ordre du possible? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Il n'a pas cette envergure d'abord. Et ensuite, c'est... En tout cas, ce que je voulais dire, j'allais dire, c'est le fond. C'est que Emmanuel Macron a donné un vrai coup de boule au système, au régime. Ah oui. C'est un coup de boule. Ouais. C'est un direct en pleine face. C'est clair. Et ce qui vient de se passer avec Emmanuel Macron, c'est un précédent. Un vrai précédent. C'est un précédent et cela est une rupture. Vous pensez? Oui. Ils ne vont pas se rabibocher? Ils peuvent se rabibocher, mais les mots qu'il a employés... Et ils seront là, toujours. Oui. Et ça, c'est une rupture dans j'allais dire, la philosophie politique de la France vis-à-vis de l'Algérie. Macron a levé un tabou, a cassé un tabou. D'abord par la rente mémorielle, d'abord en disant que les Algériens ne disent pas la vérité. Jamais un chef d'État français n'a tenu ce type de propos à l'égard de l'Algérie. C'est la fin de ce que Claude Cheysson, à l'époque, avait appelé le coup de passion. Là, ce n'est pas un coup de passion, c'est un coup de boule qui est donné au régime illégitime d'Alger. Okay. Mais il n'y a pas eu de chaos technique. Mais justement, à mon avis, il est chaos. Il est chaos parce que le communiqué qu'il a pendu, il a mis beaucoup de temps à réagir pour écrire un communiqué, il faut le dire, insipide. Et une réaction quand il ferme l'espace aérien pour les aéronefs militaires français. En fait, il ne les dérange pas tellement. Il y a une réaction du chef de l'état-major français qui a dit « bon, c'est rien du tout, oui, ça. » Oui, bien sûr. Il a juste contourné un petit peu. Il a totalement minimisé. Alors que, on n'aura pas le temps sur la question de... Il y avait, à l'époque, au moment où on a donné l'autorisation, parce que c'est Fabius qui avait révélé. Est-ce qu'il s'agissait d'une maladresse? Mais je ne crois pas qu'il s'agissait à ce moment-là d'une maladresse. Il avait révélé quoi? Il avait révélé que l'Algérie avait donné l'autorisation aux Rafales français de traverser son ciel, son territoire. Oui. Et il y avait à ce moment-là de graves problèmes. Le bouclier en Algérie aussi. Oui. Non. Y compris à l'intérieur du régime. Oui, mais c'est à l'intérieur du régime. Oui. Et
quelque temps après, il y a eu l'affaire Tegentourine. Oui, absolument. Il y a eu l'affaire Tegentourine. Et l'affaire Tegentourine a creusé le fossé entre les deux clans qui, à ce moment-là, s'arrachaient le pouvoir. Et cette affaire des avions, des Rafales français qui devaient l'autorisation donnée aux Rafales français, le ministère des Affaires étrangères algérien avait dit oui, nous avons donné l'autorisation aux Rafales. Or, le porte-parole du gouvernement de l'époque, Mohamedou Saïd Bel'Aïd, qui était le porte-parole, est passé sur France 24 pour nier que l'autorisation a été donnée. Absolument. Et dire que ce sont les autorités suprêmes du pays qui doivent prendre la décision, et cette décision. Et elle sera prise, le futur, alors qu'elle avait été donnée, elle sera prise en fonction des intérêts suprêmes de la nation. C'est extrêmement important. Oui, oui, absolument. Important. Alors, très vite, nous allons écouter M. Zemmour et donner le mot de la fin à Idir et Karim. M. Zemmour, un intermède. Vous, l'Algérien. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. C'était a toujours été une terre coloniale. Non, mais je plaisante pas du tout. Même le nom Algérie, il naît sous la plume de la France. A été colonisée, l'Algérie. C'est une terre qui a toujours été colonisée par les Romains, par les Espagnols, par les Turcs, par les Arabes. Les Arabes sont les plus grands colonisateurs de l'Algérie. Ils ont duré des siècles et ils sont toujours là. Ils n'ont jamais été chassés. La France n'a colonisé que 130 ans. Et pendant ces 130 ans, elle est le seul colonisateur, non seulement à avoir inventé l'Algérie, à avoir même donné son nom, puisque l'Algérie n'existait pas, à avoir défini ses frontières, au détriment de ses voisins d'ailleurs marocains, vous voyez, qui sont scandalisés parce qu'ils estiment qu'on leur a pris des terres. Enfin, passons. Et le seul à avoir laissé des traces, hôpitaux, routes, etc. Je défie quiconque de voir les traces de ce qu'ont laissé, par exemple, le colonial. Idir, il ne reste plus beaucoup de temps. Oui, le commentaire pour M. Zemmour. Non, je l'ai passé juste pour détendre l'atmosphère, parce qu'il faut bien rire de temps en temps. Oui, bien sûr. Quoi dire si ce n'est... C'est une excellente réaction par rapport à ça. C'est une réaction très saine. Ah oui. Moi, il me fait marrer, ce monsieur. Parce qu'il ne faut surtout pas être dans la réaction pathologique, parce que c'est le but. Voilà. Non, mais là, d'abord, c'est un polémiste, c'est un pamphlétaire. C'est dans le pathos. Voilà. Absolument. Voilà, il est dans le pathos. C'est un polémiste, c'est un pamphlétaire. Les derniers sondages le donnent à 15%. J'ai une petite différence avec Karim, une petite nuance quand l'élection présidentielle française. Les gens qui estiment que la crise que vit l'Algérie et les propos de M. Macron ont quelque peu été motivés par la situation politique interne de la France, je dis, moi j'ai des difficultés à réagir à ça et à admettre ça. Pour la bonne et une seule raison, c'est que dans 7 mois, l'élection présidentielle, faire ce type de propos, alors que Macron veut à tout prix empêcher Xavier Bertrand, si jamais les Pécresse et les Barnier, il y a une seule candidature, parce qu'il score à 30%. Il veut absolument faire le remake de l'élection précédente, Macron-Le Pen. Zemmour va être une variable d'ajustement. Et qui plus est, c'est comment il va tenir en service après-vente d'aujourd'hui jusqu'à l'élection. Il lui faut du monde, il lui faut des médias, il lui faut... c'est la seule différence. Mais le fonds de commerce est porteur. Ah non, mais le fonds de commerce mémoriel entre l'Algérie et la France, il faut à tout prix le régler. Il y va du salut des prochaines générations. Oui. Le monde est mondialisé, vous avez dit, je ne sais pas, c'est Ibrahim qui a dit, il y a la déconstruction de l'idée de nation-État, il y a les fortes identités régionales qui montent. Il y a, comme je l'ai dit la dernière fois, il y a le concept des villes-mondes, parce que des villes les plus riches, donc vous savez que c'est l'économie qui doit primer. C'est toutes ces questions auxquelles, normalement, nos chercheurs doivent s'inspirer, et nous sommes là à parler de Macron, je ne sais pas qui. Là, vous me laissez là-bas, je ne sais pas sur quel sujet je vais finir, est-ce que c'est sur le sujet de la Macronie et de... À votre choix, ce qui vous paraît le plus intéressant. Le plus intéressant pour moi, c'est qu'est-ce qu'on doit faire, nous les Algériens.
qu'est-ce que nous sommes en train de faire, qu'est-ce qu'on doit faire, nous les Algériens. Sur le côté, en Algérie, il faut poursuivre la lutte. Il faut poursuivre la lutte pacifique. Parce que je ne pense pas que c'est le régime qui est en train d'actionner tout ça, parce que ça va contre ses intérêts. Je vous rappelle 2 images. Rappelez-vous par exemple des images de la Corée du Nord, lorsque quelques citoyens essayaient de fuir vers la Corée du Sud. Quel était le sort qu'on leur réservait? On les fusillait, parce que c'était une perte de légitimité absolue pour le régime de la Corée du Nord que ces citoyens fuient vers le monde libre. C'était la même chose aussi avec le mur de Berlin, de l'Europe Est, de l'Allemagne Est vers l'Ouest. Donc cette image d'Algériens qui partent en famille, des milliers de haragas, travaillent par les intérêts du régime, ce n'est pas possible. Pour le côté français, ici, pour se situer un petit peu dans le débat politique, je pense que maintenant, voter pour les intérêts de l'Algérien, voter pour les intérêts des Algériens, il se fait sur 2 niveaux. Ici en France, et quand on vote ici maintenant, en fait on va voter pour l'Algérie. Une partie du destin de l'Algérie se joue aussi en France. Et le piège dans lequel il ne faut pas tomber, parce que Macron il va dans ça, parce que justement il veut le remake. L'élection va se jouer à droite. Et ce qu'on veut faire oublier, c'est l'alternative, c'est l'option gauche. On veut absolument la faire oublier, parce que si les tensions sur la droite... Pour qui devrons-nous, si vous deviez lancer un mot d'ordre de vote, pour qui devrions-nous voter? Moi, malheureusement, je n'ai pas cette chance, mais pour... Si c'était le cas. Moi, j'ai déjà appelé les Algériens à voter Mélenchon. Ceux qui soutiennent le Hirak. Moi, j'ai déjà appelé... Non, mais sans nommer de nom. Pour candidat. Non, mais on n'a pas le droit pour le moment. Ça dépendra aussi. Ça dépendra des programmes aussi. Pour ceux qui soutiennent le Hirak, pour ceux qui sont contre le régime. Pour ceux qui soutiennent le Hirak, moi, je les invite à aller vers le côté, France Insoumise. Très bien. Alors, Brahim Younsi, le mot de la fin. Moi, je ne vote pas, donc problème est réglé. Moi non plus. Mais très vite, Brahim Younsi, parce qu'on a dépassé le temps. Ce que je veux dire, c'est que la question du Sahara occidental est au centre. Et je vais revenir un peu à l'histoire, mais rapidement. Talbi Brahimi, dans ses mémoires... On n'aura pas oui, rapidement. Vous allez avoir moins de 10 minutes. Dans le tome 3, pour que les gens puissent voir, dans le tome 3, page 417, où il dit, s'agissant du Sahara occidental, ce que nous remarquons, c'est que parmi les pays opposés à la RAST, à la République arabe sahraoui démocratique, il y a 12 pays francophones qui ont de bonnes relations avec la France, dont 3 vont être visités par le président Mitterrand. C'est dire que tout se focalise autour de cette question-là. Moi non plus, moi je ne vois pas ça comme ça, mais enfin, c'est une émission, on s'exprime librement. Et donc, merci Idirou Nouren, merci Brahim Younsi, merci Karim Naïtou Slimane, merci à mon jeune confrère Chaban, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Un mot, Idir? Non, pas du tout. D'accord. C'est terminé, merci. Pardon, je rappelle que demain est le 5 octobre. Et inutile d'en dire plus.